Très bien. Donc, on va aborder les anxiolytiques et les antidépresseurs. Les anxiolytiques et les antidépresseurs sont, je ne vais pas vous faire un cours, hein, c'est juste un TD pour donner les points essentiels concernant ces deux molécules. Donc, il faut savoir que les anxiolytiques et les antidépresseurs font partie de ces avancées que l'on considère en psychiatrie comme étant majeures parce ces molécules ont amélioré de façon très considérable le traitement et de la dépression, mais même des troubles anxieux. Ce qu'il faut garder à l'esprit, que la coprescription des anxiolytiques et antidépresseurs est toujours controversée. Donc, ça dépend de l'appréciation du spécialiste et ça diffère d'un soignant à un autre. Aslan, je termine. On commence par les anxiolytiques. Alors, les anxiolytiques, vous savez que c'est des molécules qui sont difficiles à prescrire, difficiles à manier. C'est pour cela que je déconseille à tous les généralistes de les prescrire. Déjà, ils sont interdits de prescription, sauf par les psychiatres. Vous le savez. Ce sont des médicaments qui sont destinés, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, docteur, on vous entend. Très bien, il y a mon fils qui fait du blablabla. Alors, ce sont des médicaments qui sont destinés à traiter et les symptômes psychologiques ou somatiques de l'anxiété. Les anxiolytiques dans ces troubles-là ne sont pas prescrits seuls, mais en corrélation et en imbrication avec la prise en charge psychothérapeutique. Vous savez tous, je ne sais pas si vous avez fait le cours des troubles anxieux, vous savez que l'anxiété est un phénomène physiologique. Jusqu'à ce qu'il devienne permanent et intense par sa présence et par les symptômes qu'il génère, qu'elle devient ou qu'elle revêtit un caractère pathologique. Et là, elle nécessite une prise en charge imminente. Alors, pour les molécules qui ont une vertu anxiolytique, il faut garder à l'esprit qu'il n'existe pas que les molécules benzodiazépiniques. Vous connaissez les benzodiazépines. D'accord. La molécule princeps des benzodiazépines et qui est connue, c'est le diazépam. D'accord. Mais il existe aussi des anxiolytiques qui sont non benzodiazépiniques, comme le buspirone. Buspirone qui est la première molécule anxiolytique sérotoninergique qui a été découverte et qui n'a pas d'effet sédatif. Vous avez l'hydroxyzine, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'Atarax. Vous avez l'étifoxine, il est connu en Algérie sous le nom de Stresam. Vous avez également des anxiolytiques qui ne sont pas de la classe benzodiazépinique ou non benzodiazépinique, ce sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ce qui veut dire les antidépresseurs qui ont une action anxiolytique sans qu'ils fassent partie de la catégorie des anxiolytiques. Vous avez également les bêta-bloquants. Je vous ai cité un bêta-bloquant tout à l'heure, c'est l'avlocardil ou son générique, le propanolol. Ça va jusque-là? Oui. Ça va? Oui. D'accord. OK. Alors, l'effet secondaire le plus fréquent de ces molécules anxiolytiques, c'est la sédation. Cette sédation, elle peut être imminente et immédiate pour certains, comme elle peut être tardive pour d'autres. D'accord? Et il revient aux praticiens de choisir la molécule la plus adéquate en prenant en considération la nécessité de sédation et le statut du patient qui est en face. Par exemple, je vous cite à titre d'exemple, un sujet qui présente un trouble anxieux et qui travaille, d'accord, vous n'allez pas lui prescrire un anxiolytique hypersédatif la journée pour éviter la désinsertion sociale. J'insiste sur ce détail-là parce qu'en psychiatrie,
tout a changé. Avant, c'était l'azélification, c'était la nécessité d'agir sur l'agitation, la nécessité d'obtenir ou de potentialiser la sédation. D'accord? Actuellement, on ne pense qu'à l'insertion socio-professionnelle du patient. D'accord? On ne doit pas le submerger ou le faire enliser dans l'évitement de la société. Donc, on prescrit des anxiolytiques qui ont une vertu sédative en cas d'insomnie. On le prescrit le soir. OK. Sinon, on opte pour un anxiolytique qui n'est pas sédatif ou donc la sédation est un peu tardive. Alors, chez le sujet âgé, la prescription des anxiolytiques, elle doit être à des doses infinitésimales. OK? On doit donner de petites doses. Généralement, je vous cite à titre d'exemple, si vous prescrivez du quiétine, vous lui donnez un quart. Parce que les sédatifs entravent la vie sociale. Bien sûr, bien sûr. Je vous parle de moi. Je vous parle de moi. Moi, j'essaye à tout prix que mon ordonnance ne soit pas chargée. Et de un. Et de deux, je prends en considération, je veux dire, j'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Elle veut dire pourquoi. Pourquoi les sédatifs entravent la vie socio-professionnelle? Vous avez un jeune qui travaille. Si vous lui donnez une ordonnance chargée avec des sédatifs, d'accord, anxiolytiques sédatifs, donc le sujet ne pourra pas travailler. Il ne pourra pas mener une vie sociale adaptée et normale. Normalement, c'est clair, hein? Oui, oui, c'est clair. Très bien. Donc, le choix revient aux soignants. Donc, si la personne est en pleine activité professionnelle, son rendu est ralenti. Mais j'ai pas compris. Voilà, oui. Mais je suis ralenti. C'est-à-dire, il n'y aura pas de rendement. Sédation, c'est quoi la sédation? La sédation, c'est-à-dire le sujet va dormir. Comment vous voulez qu'un sujet qui dort donne un rendement? Donc, on doit opter pour des anxiolytiques qui ne donnent pas de sédation optimale. OK? Je vous cite à titre d'exemple. Au lieu de donner, par exemple, le quiétile qui est connu sous le nom de Lexomil, j'opte pour le Tranxène. Le Tranxène est hyper connu, mais le Tranxène donne moins de sédation. D'accord? C'est-à-dire, j'obtiens un effet de sédation, mais qui est amoindri et qui permet au sujet de mener une vie sociale normale. Alors, on prend en considération les variations interindividuelles. C'est quoi les variabilités interindividuelles? C'est-à-dire, chaque molécule agit selon la personne. Vous pouvez donner... Vous pouvez... Excusez-moi. Alors, le traitement anxiolytique, il doit être débuté à des doses progressives. Vous devez commencer par des doses progressives. Et il doit être arrêté également de façon progressive. Idem pour les antidépresseurs. Il ne faut jamais, jamais, jamais interrompre un traitement anxiolytique de façon brutale. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'effet ou le syndrome de sévrage qui va survenir. OK? Donc, on commence par un traitement progressif. Donc, on doit commencer par des doses faibles. Si une dose faible donne de bons résultats, à quoi bon donner de grandes doses afin d'éviter la pharmacodépendance? L'effet indésirable le plus fréquent et le plus redouté avec les anxiolytiques, c'est la toxicomanie. C'est pourquoi la durée de prescription des anxiolytiques, elle ne pourra excéder les 12 semaines. Donc, c'est entre 6 à 12 semaines.
OK, y compris la dégression qui doit être progressive. 6 à 12 semaines, c'est une période qui comprend aussi la période de dégression. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Très bien. Alors, quels sont les médicaments qui existent? Alors, il y a plusieurs familles pharmacologiques qui présentent une action anxiolytique. Je les ai cités tout à l'heure. Vous avez les benzodiazépines qui viennent en premier lieu et qui sont les plus générateurs de pharmacodépendance. Hein. Il en existe plusieurs molécules. Alors, du quiétil, au Temesta, au Lysonxia, au Tronxène. D'accord. Alors, personnellement, je prescris le Tronxène souvent. OK? Parce que sa demi-vie est lente, il est rapidement éliminé et il provoque moins de sédation. OK? Et il ne provoque pas également de troubles mnésiques. Vous savez qu'un des effets secondaires des molécules benzodiazépiniques, notamment l'exomil, c'est les troubles mnésiques et les troubles de la concentration. C'est le bromazépam. OK? Alors, vous avez la buspérone qui n'existe pas en Algérie. Vous avez l'étifoxine. L'étifoxine, c'est le Stresam. S'il vous plaît, c'est une action anti-émétique. Oui, anti-émétique. Non, non, non. Pourquoi vous dites anti-émétique? Qui c'est qui vous a dit qu'ils ont une action anti-émétique? Ils sont plutôt, ils sont plutôt mieux relaxants. Ils ne sont pas anti-émétiques. Les neuroleptiques ont une... Très bien. Les neuroleptiques, attendez, ne confondez pas. Regardez, c'est à un détail près que vous pouvez tomber dans un piège. D'accord. C'est pas les neuroleptiques qui ont une action anti-émétique. Non. Vous êtes en train de parler du sulpiride. D'accord. Sulpiride ne devient neuroleptique qu'à partir de 100 mg. D'accord. Alors qu'il existe à des gélules ou sous forme de sirop. Sulpiride, c'est la classe des neuroleptiques, d'accord? Et c'est lui qui a une action anti-émétique, lui et le dogmatile, à partir de 100 mg. Qu'il devient neuroleptique et inférieur à 100 mg, il aura une action anti-émétique. Ce ne sont pas les benzodiazépines. Attention, les benzodiazépines sont mieux relaxants, ok? Ils ne sont pas connus d'avoir un effet anti-émétique. Alors, vous avez l'hydroxyzine, on en a parlé tout à l'heure, c'est un antihistaminique, c'est l'Atarax. Il a une action anxiolytique et il a une action sédative. Donc, les anxiolytiques sont préférés aux urgences, car ils sont de courte durée. Très bien. Aux urgences, on utilise les benzodiazépines en IV. On utilise la seule molécule qui existe sous forme injectable, c'est le diazépam. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est le diazépam. Oui, très bien. Donc, pour éviter, pour agir ou contrecarrer l'agitation, on prescrit, on donne 20 mg ou 10 mg en IV de diazépam pour obtenir une sédation immédiate. Après, on va prescrire le neuroleptique. C'est la seule molécule qui existe sous forme injectable. Hein. Vous avez l'étifoxine. L'étifoxine, c'est le Stresam. Il existe sous forme de gélule à 50 mg. On dit qu'il est non benzodiazépinique, mais chaque abus peut entraîner une appétence toxicophilique. J'ai constaté que certaines personnes sous étifoxine, connues sous le nom de Stresam, et qui ont présenté une addiction, d'accord, et un syndrome de sévrage. D'autres molécules qui ont des vertus anxiolytiques, vous avez les antidépresseurs, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, d'accord. Vous avez aussi les bêta-bloquants, je vous ai cité la Vlocardil. On ne fait que se répéter. La famille des benzodiazépines est la famille, les anxiolytiques la plus importante. D'accord. De nombreuses molécules benzodiazépiniques sont commercialisées, notamment en Algérie.
et c'est la famille des benzodiazépines les plus prescrites. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on utilise ou on prescrit les anxiolytiques? Les anxiolytiques, ils sont utilisés pour traiter toutes les manifestations, qu'elles soient somatiques, psychiques, émotionnelles, des troubles anxieux pathologiques. Quand je dis troubles anxieux, c'est pathologique. Alors, vous savez qu'en psychiatrie, il existe plusieurs troubles anxieux. Ça va de l'anxiété généralisée, attaque de panique, trouble panique, phobie sociale, trouble phobique. D'accord? Alors, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Donc, attention à la prescription abusive. Ça, je ne sais pas. Répétez la question, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu lire. Vous avez dit le risque de dépendance est présent dans tous les médicaments psychotropes. Non, pas dans tous les médicaments psychotropes. Qui dit psychotrope, vous êtes en train de regrouper les anxiolytiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques et tout. Non, je vous parle de la dépendance par rapport aux anxiolytiques benzodiazépiniques et non benzodiazépiniques, y compris les hypnotiques. D'accord? Sinon, il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs ni aux neuroleptiques. C'est juste par rapport aux différentes classes des anxiolytiques. Quand on vous dit que cet anxiolytique n'est pas benzodiazépinique, ça ne veut pas dire que si vous dépassez les 12 semaines de prescription, ça ne va pas générer une pharmacodépendance. OK? Alors, je vous ai dit que les anxiolytiques étaient utilisés pour traiter tous les symptômes de l'anxiété. L'anxiété pathologique. Je vous ai cité les différents troubles anxieux. Actuellement, les données actuelles sont en faveur de la prescription des antidépresseurs. OK? Donc, quand vous avez des troubles anxieux, cela ne veut pas dire systématiquement prescription d'anxiolytiques. Et je vous ai dit qu'en pratique courante, on évite au maximum de prescrire les anxiolytiques pour éviter de tomber dans la pharmacodépendance. Excusez-moi une seconde. Hein. Ammar, s'il te plaît. Maman. C'est pas 14 heures, maman. Oh, tu m'as pas laissé à cela. Va ma papa. Eh, oh. Allez, non. Alors, on reprend, excusez-moi pour cet imprévu. Donc, pour les troubles anxieux, moi, je préfère prescrire les antidépresseurs. Alors, on va en parler tout à l'heure. Je vous ai dit pour ne pas tomber dans le piège de la pharmacodépendance. Et les antidépresseurs ont prouvé leur efficacité dans les troubles anxieux, notamment une molécule qui a beaucoup de recul, en dehors des IRSS, des inhibiteurs de la noradrénaline, de la sérotonine. Vous avez l'anafranil, la clomipramine. C'est le premier antidépresseur et qui est toujours d'actualité. D'accord? Et après, je vais en parler. D'accord? Donc, un anxiolytique ne peut être prescrit seul. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, on dit anxiolytiques qui sont prescrits soit avec un sédatif, soit avec un antidépresseur. Si ce n'est, on doit éviter au maximum leur prescription. Donc, l'indication pertinente des benzodiazépines, elle se trouve dans la sédation immédiate. Comme je vous ai dit, dans le cadre de l'urgence,
leur prescription est imminente. OK? Alors, on a dit que chez la personne âgée, on utilise des produits avec des doses infinitésimales, c'est-à-dire avec parcimonie. Parce que chez le sujet âgé, la demi-vie des anxiolytiques, elle se trouve augmentée. Ça, c'est de par les paramètres pharmacocinétiques. J'espère que vous allez les faire dans le cours. Parce que le sujet âgé est plus sensible sur le plan pharmacodynamique aux différents récepteurs. D'accord? Et la sédation, elle sera optimale si vous prescrivez des doses élevées. Chez la femme enceinte, peu d'études concernant la femme enceinte, si ce n'est, on évite de le prescrire surtout au premier trimestre, et ceci est dû au risque tératogène. D'accord? Et il y a un risque de détresse respiratoire s'il est prescrit au troisième trimestre. Ça, c'est pour les anxiolytiques à demi-vie longue. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, chez le sujet âgé et la femme enceinte, il faut les utiliser avec parcimonie. Pour le sujet âgé, la dose, elle doit être faible. Chez la femme enceinte, il faut l'éviter au premier trimestre pour éviter un avortement et le troisième trimestre pour éviter le risque de sédation exagérée chez l'enfant et risque de détresse respiratoire. Ce qu'il faut savoir aussi, que pour les anxiolytiques, leur prescription chez le jeune enfant, elle peut entraîner un effet contraire, comme l'agitation psychomotrice. Est-ce que vous savez que certains antihistaminiques qui sont prescrits chez le jeune enfant pour obtenir ou pour aiguiser l'appétit, ils donnent deux effets contraires chez les enfants. Ils peuvent donner une sédation comme ils peuvent donner une agitation psychomotrice. Vous le savez, même s'ils ont une action sédative. C'est clair? C'est clair? Oui, docteur. Très bien. Alors, chez d'autres populations également, nous avons les insuffisants respiratoires sévères qui sont sensibles aux effets des benzodiazépines. C'est ce qui explique leur contre-indication. Vous avez l'insuffisance rénale qui constitue, ou hépatique qui constitue une contre-indication également. Risque d'hépatopathie cytolytique. Vous avez la myasthénie, qui est une affection neurologique et qui constitue une contre-indication aux benzodiazépines, et ceci du fait de leur effet myorelaxant. C'est clair? C'est clair? Docteur, vous avez dit les un effet secondaire. Oh, j'ai pas lu. S'il vous plaît, celui qui vient de poser la question, il n'a qu'à la répéter, s'il vous plaît. Vous avez dit que l'anxiolytique a un effet secondaire de sédation. Pourquoi on le donne alors en association avec un médicament sédatif? Ah non, attendez. Je vous ai dit, il faut éviter au maximum de prescrire l'anxiolytique en premier lieu. La deuxième des choses, trouble anxieux, ça ne veut pas dire anxiolytique. Troisième des choses, s'il y a une anxiété importante, il faut coprescrire un antidépresseur avec un anxiolytique pour éviter le raptus anxieux. D'accord? Et vous savez que les sujets qui sont porteurs de dépression sont assujettis à des raptus anxieux et au cours du raptus anxieux, ils tentent de mettre fin à leur vie. D'accord? Les états suicidaires parviennent toujours lors du raptus anxieux. Et pour éviter de tomber aussi dans la pharmacodépendance. Pour donner des doses infinitésimales d'anxiolytiques, je préfère donner une dose importante d'antidépresseurs et une dose minimale d'anxiolytiques pour ne pas tomber dans la pharmacodépendance. C'est tout. C'est clair? Oui. Très bien. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Hein. Alors,
la prise en charge thérapeutique, elle associe toujours anxiolytique, psychothérapie, idem pour les antidépresseurs. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, la durée globale du traitement ne doit pas excéder 6 à 12 semaines et cette période, elle comprend également la période de dégression de la posologie qui est nécessaire afin d'éviter les phénomènes de rebond dont je viens de vous parler. Vous savez que si vous arrêtez subitement et brutalement un anxiolytique, ça peut donner un effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est la réapparition de la symptomatologie, mais avec intensité accrue. OK? C'est ça l'effet rebond. Mais aussi, afin d'éviter la survenue du syndrome de sévrage, d'accord? Et les signes de la dépendance physique et psychique. Il y a quelqu'un qui a posé une question maintenant? Je ne l'ai pas lu. On est d'accord que c'est 6 à 12 semaines qui comprend également la période de réduction de la posologie. Alors, on donne des sédatifs avant de donner les anxiolytiques. Non, 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 vous n'avez pas compris. Je vous ai dit qu'il faut éviter de prescrire les anxiolytiques à tort et à travers. Alors, il y a des benzodiazépines qui sont sédatifs. Il y a d'autres molécules qui sont à demi-vie longue et qui ne donnent pas de sédation. D'accord? Ils agissent surtout sur l'anxiété. Donc, dans ce cas-là, si vous optez pour un anxiolytique non sédatif, vous associez un sédatif. N'hésitez pas à donner, par exemple, Nozinon à une dose faible, quelques gouttes de Nozinon. N'hésitez pas à donner un antidépresseur à une dose faible. OK? Parce que moi, généralement, j'opte pour un anxiolytique non sédatif, surtout pour les sujets, afin d'éviter leur désinsertion sociale. Sinon, je le prescris le soir. OK? Pour éviter le raptus anxieux, on peut avoir un effet, une levée d'inhibition. Vous savez ce que c'est que la levée d'inhibition? Généralement, dans les troubles dépressifs, vous avez une inhibition avec un ralentissement psychomoteur. Donc, si vous donnez une benzodiazépine, elle va donner une levée d'inhibition, OK? Surtout si elle n'est pas sédative. Dans ce cas, il faut ajouter un sédatif pour que la levée d'inhibition ne soit pas intense et pour que le sujet ne passe pas à l'acte auto- ou hétéro-agressif. C'est ce que je voulais dire. D'accord? Oui. Alors, pour les effets indésirables lors de la prescription des anxiolytiques, vous avez la sédation, qui est l'effet indésirable. Enfin, je dis effet indésirable, mais il peut être un effet escompté par le soignant. D'accord? Surtout s'il est prescrit le soir et le sujet présente des troubles du sommeil. Alors, la sédation, elle est observée avec les benzodiazépines et l'hydroxyzine, qui est un antihistaminique, c'est la Tarax. Cette sédation, elle varie en fonction de la dose prescrite, d'accord, et des caractéristiques pharmacologiques de la molécule. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Je vous ai cité à titre d'exemple deux molécules. Vous avez le Lexomil qui est très sédatif à 1,5 comprimé et vous avez le Tranxène, alors que Lexomil est à 6 mg. Vous avez le Tranxène qui est à 5 ou 10 mg. Si vous le prescrivez le matin, il ne provoque pas de sédation. OK? Donc, c'est en fonction des caractéristiques pharmacologiques de la molécule. Alors, vous pouvez avoir une somnolence diurne, vous pouvez avoir une fatigabilité, vous pouvez avoir une sensation vertigineuse, surtout avec le Lexomil, et de rares signes neurologiques, à savoir des difficultés à la marche. Ça, c'est un signe de surdosage. Moi, je ne l'ai jamais observé lors de mes consultations là, après tant de suivi de patients en présentant des troubles anxieux, des troubles dépressifs. D'accord? Mais c'est plutôt la sédation, la somnolence et la fatigabilité, ainsi que la sensation vertigineuse. L'association avec un autre antidépresseur, c'est-à-dire association ou coprescription antidépresseur anxiolytique, elle peut potentialiser l'effet de l'anxiolytique et entraîne une sédation importante
avec un ralentissement psychomoteur qui est très, très important. Donc, il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention quand vous coprescrivez un anxiolytique et un antidépresseur qui sont tous les deux sédatifs. C'est clair? Alors, on ne prescrit pas un anxiolytique et on laisse partir le patient. Le suivi s'impose. Il est basé, le suivi repose sur l'interrogatoire. On va rechercher la disparition des signes ou de la symptomatologie, c'est-à-dire du vécu morbide. On va essayer de déceler l'apparition d'effets indésirables, surtout pour la somnolence diurne ou pour les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration. Et dans ce cas, s'il y a apparition de ces troubles, il faut réévaluer et réajuster la posologie. D'accord? Il ne faut pas hésiter à diminuer. Et on va voir si le traitement doit être poursuivi ou pas. Et on va surveiller l'apparition d'un syndrome de sévrage ou des benzodiazépines. C'est clair? Est-ce que c'est clair avec les anxiolytiques? Alors, on récapitule. La durée de prescription, elle ne doit pas excéder les 6 à 12 semaines. OK. On commence par des doses réduites, c'est-à-dire de faibles doses. Et on va augmenter par paliers, c'est-à-dire progressivement. Cette période de 6 à 12 semaines, elle englobe également la phase de dégression, c'est-à-dire on va diminuer les doses. On n'arrête pas brutalement parce qu'il y a une possibilité d'un effet rebond, c'est-à-dire de la réapparition de la pathologie ou de la symptomatologie sous-jacente. Un autre tiré, c'est que trouble anxieux ne veut pas dire prescription d'anxiolytique. Moi, je préfère prescrire un antidépresseur qui a des vertus anxiolytiques que de prescrire un anxiolytique et de tomber dans la pharmacodépendance. Est-ce que c'est clair? Oui. Les contre-indications sont claires aussi? Alors, on peut passer maintenant aux antidépresseurs. Les antidépresseurs, qui dit antidépresseur, dit épisode dépressif, c'est-à-dire soit il est caractérisé, soit c'est un état dépressif mélancoliforme. J'espère que vous avez fait les troubles de l'humeur. Vous savez que très bien. Vous savez que la dépression est un état de souffrance psychique avec une instabilité ou dysrégulation de l'humeur qui va se manifester par une tristesse morbide et une douleur morale importante qui va retentir sur le physique ou l'organisme et qui va se manifester par plusieurs signes somatiques. Vous les avez fait en cours. Vous avez plusieurs types d'épisodes dépressifs, on en a parlé. De toute façon, la prescription d'un antidépresseur fait partie d'une grande démarche thérapeutique à laquelle on associe la psychothérapie. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, je vous ai déjà dit que la psychothérapie est associée à la prescription des anxiolytiques. Je vous cite à titre d'exemple, quand vous avez, par exemple, une phobie sociale. Vous avez fait les troubles anxieux? Non. Mais je vous cite à titre d'exemple un sujet qui présente une phobie sociale, c'est-à-dire c'est un sujet qui a peur de parler en public, c'est un sujet qui a peur de manger en public, c'est un sujet qui rougit, qui a peur de rougir, d'accord? Il va présenter des signes de l'anxiété avec des signes somatiques importants. Donc, dans ce cas-là, on va prescrire un antidépresseur, on préfère l'antidépresseur. Si l'angoisse est importante, on peut donner une faible dose d'anxiolytique, mais à ces deux molécules, on associe la psychothérapie cognitivo-comportementale. On dispose actuellement de plusieurs types de thérapies cognitivo-comportementales comme l'estime de soi, l'exposition, d'accord? Il en existe énormément. Idem pour les antidépresseurs. La chimiothérapie est toujours associée à la psychothérapie pour toutes les pathologies. OK? Alors, on dispose dans l'arsenal thérapeutique psychiatrique de plusieurs molécules.
Alors, les premières molécules qui ont été recensées en psychiatrie, ce sont les imipraminiques. Nous avons la clomipramine qui est l'anafranil, qui est toujours d'actualité et je vous ai dit qu'elle est toujours efficace. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi elle est efficace. Et vous avez l'amitriptyline qui est le laroxyl. Vous avez d'autres catégories qui ont vu le jour. Vous avez les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine tels que le Prozac ou la fluoxétine. Vous avez les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline. Ces molécules ne sont pas commercialisées en Algérie. Vous avez les antidépresseurs mixtes, c'est-à-dire ils évitent la transmission sérotoninergique et noradrénaline, inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline, de la sérotonine, l'anafranil et la clomipramine. C'est pour ça que je vous ai dit que l'anafranil est toujours d'actualité et elle est très efficace. OK? Et c'est la seule molécule antidépressive qui existe sous forme injectable. C'est des ampoules à 25 mg. Pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste sur ça parce que en cas de mélancolie, vous savez ce que c'est que la mélancolie? C'est un état dépressif sévère avec des velléités et des tentatives de suicide où une cure d'antidépresseurs s'impose. Et cette cure d'antidépresseurs, on l'appelle la cure d'anafranil. Elle est toujours d'actualité parce qu'on peut l'instaurer par voie intraveineuse lente dans 250 cc de sérum salé isotonique et elle doit passer en 2 heures au maximum. D'accord? C'est le seul antidépresseur qui existe sous forme injectable. Et la cure d'anafranil est très efficace. Je vous ai dit, dans les troubles mélancoliformes et où le sujet n'est pas conscient de ces troubles et par risque de raptus anxieux et de tentative de suicide. Généralement, cette cure d'anafranil, elle dure 5 jours. On commence par une ampoule à 25 mg dans 250 cc de sérum salé qu'on doit augmenter chaque jour, d'accord, jusqu'à atteindre la dose efficace. C'est-à-dire, quand je dis dose efficace, jusqu'à disparition des signes de la dépression ou de l'anxiété. C'est là où on peut passer à la voie orale. Et la voie orale, on va opter par la dose maximale. C'est-à-dire, si le sujet a répondu à 75 mg jour d'anafranil, on maintient un comprimé de 75 mg. Sinon, vous pouvez opter par une autre molécule qui est toujours efficace également, qui est l'inhibiteur de la recapture de la sérotonine. OK? Moi, je le prescris souvent. Le quatrième groupe, c'est un groupe très ancien. Il n'existe pas en Algérie. C'est les inhibiteurs de la monoamino-oxydase. Est-ce que c'est bon pour les classes, les catégories? C'est bon pour les... Très bien. Oui. Alors, les points essentiels que vous devez garder à l'esprit. La prise en charge par un antidépresseur, elle nécessite une posologie optimale. Qu'est-ce que ça veut dire optimale? On commence par la dose efficace, d'accord? Et une durée de traitement suffisante, contrairement à l'anxiolytique avec lequel on doit commencer par de faibles doses. OK. Le traitement par un antidépresseur, il varie d'une personne à une autre et varie également selon la pathologie ou la symptomatologie présentée. Donc, elle peut aller de 6 mois, 12 mois, 18 mois jusqu'à 24 mois et même au-delà. Point essentiel également avec l'antidépresseur, c'est qu'il ne provoque pas de pharmacodépendance. Un autre point essentiel à connaître. Vous prescrivez un antidépresseur. Vous êtes obligé d'attendre la durée nécessaire pour l'apparition de l'effet thérapeutique. Vous n'allez pas avoir l'effet thérapeutique au bout de 2 jours, 3 jours. Il y a certains praticiens qui ne connaissent pas le délai d'apparition de l'effet thérapeutique et qui vont s'amuser à changer d'antidépresseur alors que le délai d'apparition de l'effet thérapeutique n'a pas été atteint. Le délai, généralement, il est de 2 à 4 semaines pour obtenir un effet thérapeutique. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit qu'un antidépresseur est efficace? Ou là, il a agi sur la symptomatologie.
C'est à partir de 2 à 4 semaines. Donc, vous ne pouvez juger de l'efficacité d'un antidépresseur avant 3 semaines de prise. C'est clair? Oui. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, docteur. Très bien. J'insiste sur ça pour que vous sachiez que le délai d'apparition de l'effet thérapeutique est très important. Vous savez pourquoi? Pour donner la chance à l'antidépresseur de jouer son rôle et pour donner la chance aussi aux malades de prendre confiance, d'accord, d'avoir confiance aux médicaments. C'est pour ça que je vous dis que l'imbrication ou l'association chimiothérapie, psychothérapie est importante, notamment, j'insiste sur l'éducation thérapeutique. C'est quoi l'éducation thérapeutique? C'est une forme de thérapie, d'accord? C'est une psychothérapie. Cette psychothérapie est importante avant toute prescription. Pourquoi? Il faut expliquer aux patients la symptomatologie qu'ils présentent. Il faut expliquer aux patients le diagnostic qu'on a posé. Il faut expliquer aux patients la durée d'action du médicament. Il faut lui expliquer le délai d'apparition de l'effet thérapeutique. Il faut lui expliquer les effets indésirables. Tout ça pour éviter un abandon thérapeutique. OK? Alors, vous ne m'avez pas posé la question. Si l'antidépresseur, au-delà de 4 semaines, il n'est pas efficace à une posologie donnée, qu'est-ce que va faire le soignant? Alors, si vous me suivez bien, on a dit que le délai d'apparition de l'effet thérapeutique, c'est entre 2 à 4 semaines. Alors, si à partir de 3 semaines, il n'y a pas d'efficacité, on ne trouve pas d'amélioration, que fait le praticien? Alors, il va augmenter la dose. Très bien, on va réajuster les doses. On va d'abord réajuster les doses. On attend encore 1 à 2 semaines. D'accord? Si l'antidépresseur ne prouve pas son efficacité, que va faire le praticien? Après augmentation et réajustement de dose, qu'est-ce qu'on va faire? Prescrire un antidépresseur plus puissant. On ne dit pas plus puissant, mais on va opter pour un autre antidépresseur, mais il faut qu'il soit d'une autre classe thérapeutique. C'est-à-dire, je m'explique. Si au début, vous avez donné un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, je vous cite à titre d'exemple, fluoxétine. 2 à 4 semaines, l'effet thérapeutique n'a rien donné. On augmente la dose. On peut aller jusqu'à 60 mg. Il faut savoir que tous les antidépresseurs, c'est-à-dire avec la fluoxétine, vous pouvez aller jusqu'à 60 mg. Vous augmentez. Vous attendez encore 2 semaines, 3 semaines. Ça ne donne pas d'amélioration. Là, vous devez carrément changer de classe thérapeutique ou de catégorie thérapeutique. OK? Donc, vous allez opter pour un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline ou là, un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline tout court. OK? Il faut changer carrément de classe thérapeutique. Les antidépresseurs, qui dit antidépresseur, ça ne veut pas dire que l'antidépresseur doit être prescrit qu'en cas de dépression. Non. On l'a déjà dit, la prescription d'antidépresseurs a évolué et a vu sa prescription élargie. Donc, on peut prescrire un antidépresseur en cas de dépression, en cas de troubles anxieux, en cas de PTSD ou d'état de stress post-traumatique et aussi en cas de TOC, en cas de troubles obsessionnels compulsifs. Et d'ailleurs, l'antidépresseur a prouvé son efficacité dans les troubles obsessionnels compulsifs. Et vous avez également, en dehors de ces troubles psychiques, vous avez également les syndromes douloureux. L'antidépresseur est prescrit dans les douleurs, notamment les syndromes douloureux neurologiques, dans les neuropathies périphériques. D'accord? OK? Ils sont prescrits dans les neuropathies périphériques. Ils sont également prescrits dans les céphalées et les syndromes migraineux. Généralement, on opte pour le Laroxyl, goutte, c'est l'amitriptyline, à faible dose. OK?
Donc, vous voyez que les antidépresseurs ne sont pas prescrits que dans la dépression, pas que, OK? Alors, parmi les effets indésirables qui sont générés par les antidépresseurs, vous pouvez avoir la sécheresse de la bouche. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'éducation thérapeutique. Donc, le patient doit connaître les effets indésirables pour qu'il n'abandonne pas sa prise thérapeutique. Sécheresse de la bouche, on peut lui dire, voilà, vous pouvez avoir une sécheresse de la bouche, donc je vous conseille de boire beaucoup d'eau, OK? Vous pouvez avoir un trouble du transit, notamment une constipation. Vous pouvez avoir une accélération du rythme cardiaque. Vous pouvez avoir une hypersudation, quand vous pouvez avoir des troubles mictionnels. Troubles mictionnels, c'est un peu rare. Ça, c'est par rapport à la pharmacologie périphérique. Et par rapport aux effets centraux, donc nous avons la sédation. Vous pouvez avoir des signes périphériques, à savoir des tremblements des extrémités. Vous pouvez avoir également des crises convulsives qui sont rarement existants. Vous pouvez avoir une petite confusion, mais qui est généralement transitoire. Quand vous pouvez avoir une inversion de l'humeur, c'est-à-dire une prescription prolongée à une dose efficace d'antidépresseurs, elle peut générer l'apparition d'épisodes maniaques. OK? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, docteur, c'est clair. Ah, très bien. Donc, la surveillance, elle est importante devant tout traitement. Donc, je vous ai dit que le traitement peut se prolonger au-delà de 24 mois, c'est-à-dire au-delà de 2 années. La surveillance s'impose pour réajuster le traitement, pour surveiller l'apparition de certains effets biologiques aussi. Vous avez, avec une prescription prolongée de l'anafranil, vous pouvez avoir une aplasie médulaire. OK? Et il faut évaluer également le risque suicidaire et le risque de virage maniaque. Vous savez qu'avec la prescription d'un antidépresseur non sédatif, d'un antidépresseur quelconque, on peut avoir une levée d'inhibition. C'est pour cela qu'un antidépresseur non sédatif n'est pas prescrit seul, on l'associe à un psychotrope sédatif. Généralement, moi, j'opte pour un neuroleptique sédatif tel que le nosine. OK? C'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. Alors, on a terminé le TD. Est-ce que vous avez des questions à poser? Professeur, s'il vous plaît, Oui, est-ce qu'on peut avoir votre adresse mail? bien sûr, parce que je vais vous envoyer les supports, d'accord? Et puis, je vous... Pardon? Le document de cours de maths, s'il vous plaît. Je vous donne tout. N'ayez crainte. Hein. Je vais vous proposer une chose. Écoutez, il vous reste une semaine de cours, c'est ça? Oui. Une semaine de cours. Moi, je me propose que vous fassiez vos cours, d'accord? Parce que vous allez avoir un système d'examination qui est sous forme de QCM. C'est ça? Oui, que c'est yes. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Faites vos cours, révisez un peu et choisissez un jour, je vais vous faire une révision générale. Je vais vous donner les points essentiels de chaque cours. D'accord, merci. On fait ça. Oui. Khalas. Oui, s'il Quand vous vous plaît. êtes libre, je vous en prie, je vais vous donner, tout vous envoyer. Hein. Vous avez une question concernant les troubles du sommeil, oui? Est-ce que vous pouvez répéter la levée de l'inhibition? La levée d'inhibition, vous savez qu'en cas de dépression, vous avez un ralentissement psychomoteur, donc une inhibition des affects. D'accord? Il y aura une tristesse morbide, il y aura. À force de prescrire l'antidépresseur, c'est antidépression. Donc, le sujet va se sentir mieux. Donc, il y aura une levée de cette inhibition. D'accord? Et cette levée d'inhibition, elle peut être intense. Il y aura un raptus anxieux. Et généralement, c'est dans cette levée d'inhibition ou durant cette levée d'inhibition que le sujet peut passer à l'acte.
D'accord. Donc, il faut jouer avec les doses, avec les posologies, et il ne faut pas hésiter à donner un sédatif à faible dose pour éviter que cette levée d'inhibition soit brutale. OK? Il ne faut pas que la levée d'inhibition soit brutale. Docteur, pouvez-vous répéter le bruxisme? Le bruxisme, c'est le grincement des dents. C'est un sujet qui grince ses dents en dormant. D'accord? Il grince les dents. Vous n'avez jamais vu un sujet qui mange, miam, miam, miam. Un sujet qui grince ses dents, c'est-à-dire les deux mâchoires supérieures et inférieures, il fait un bruit énorme. Généralement, ça peut aboutir à une malformation des dents. Parfois, on peut proposer une orthodontie. C'est quoi sa solution? Alors, l'antidépresseur et les anxiolytiques, ils peuvent donner des résultats à cause de leur vertu myorelaxante. D'accord? Vous pouvez donner un anxiolytique à faible dose parce qu'il est myorelaxant. Il va relâcher la mâchoire. D'accord? C'est clair? Très bien. Alors, comme je vous ai proposé, choisissez un jour. Moi, je vais envoyer les 3 supports, les troubles du sommeil et les 2 TD, et vous aurez mon adresse mail et vous aurez mon numéro. Si vous voulez demander à la déléguée, elle l'a, et on va fixer un jour, si vous voulez, hein, on va essayer de faire un tour de tous les cours que vous avez faits et on va citer les points essentiels. On fait comme ça? Oui. Oui, s'il vous plaît. Allez, très bien. Alors, je suis disponible, c'est quand vous voulez. D'accord? Ça sera bien pour vous. Je Merci. vous en prie, je vous en prie. Vous aurez les supports tout de suite, OK? Merci. Je vous en prie. Bon courage. Merci. Bye, au revoir. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir.